ici on aime la liberté d'expression. Bonjour à toutes et à tous. Bonne année aussi à toutes et à tous. Sztatni Nowy Rok. Anut Fericit. Fraus Nerios Jaar. Szczęśliwego Nowego Roku. Bonan Jaron. Quel plaisir de vous retrouver. S Novim Rokom. Comment c'est Bienvenue à l'Est. C'est l'épisode numéro 37, la saison 2. Bienvenue à l'Est. Fête aujourd'hui, c'est un an. Jour pour jour, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivent en images sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch, sur les chaînes partenaires en Afrique, où que vous soyez d'ailleurs, hein, puisque l'année dernière on nous écoutait aussi, on a été suivi par les États-Unis, aux États-Unis. On pense à eux d'ailleurs avec cet incendie incommensurable. À la réalisation, on retrouve Eric Mourechan. Bunaziwa, Eric. Anut Fericit, Savetsionan prolifique și multa sănătate. Ce qui veut dire que cette année soit prolifique et avec une excellente santé. Bonjour Anna. Bonjour. Snovim Godom. Snovom Godom. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonne année. Et oui, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 3 artistes. Tout d'abord, il est artiste peintre. Ses œuvres sont exposées partout dans le monde, comme dans les grandes expositions. Le 18 février prochain, il sera présent à l'exposition internationale Art Capital à Paris. Nous recevons aujourd'hui Misha Sidorenko. Bonjour Misha. Bonjour, Bienvenue à l'Est. Bonjour. Voilà. Elles sont sur scène dans La Brume des rêves perdus tous les mercredis et les dimanches à 14h à la Comédie Saint-Michel, 95 boulevard Saint-Michel à Paris. C'est une pièce pour les grands et pour les petits. Nous recevons aujourd'hui la compagnie Soleil d'hiver avec 2 artistes rares, l'auteur, metteuse en scène et comédienne Marta Chisówska et l'excellente Nina de Flash. Bonjour à toutes les deux, bienvenue sur Armada. Bonjour. Bonjour. Et oui, cette pièce qui parle de la liberté des filles de rêver grand va nous amener à parler de nos grandes dames, celles qui ont fait avancer le monde. Ça sera vers 19h42. On parlera aussi de cinéma, de musique. On parlera aussi, on trouvera l'agenda, les fêtes. Et quelles fêtes, hein, d'ailleurs, on continue. Et les livres de la semaine, alors des livres qui nous emmèneront en Allemagne et en Serbie. Vous retrouverez aussi la météo européenne et puis le journal avec les news qu'on vous dit pas ou peu, hein, c'est le journal de l'Europe. Et Margot, alors où elle est ? Eh ben, Margot est actuellement en résidence à Nevers, chez nos amis en Bourgogne. Elle prépare une pièce de théâtre qui donnera la pêche, j'en suis certain. Et oui, on te dit un gros pour la pièce. Aujourd'hui, et peut-être un jour particulier pour vous, on vous souhaite un bon anniversaire, si c'est le vôtre, comme pour nos stars du jour. On souhaite un bon anniversaire à Marina Hatz, d'origine ukrainienne par sa mère, l'actrice française Ludmila Mikaël. Elle fait une immense carrière. En 2006, on se souvient tous de son personnage dans Lady Chatterley de Pascal Ferrand, pour lequel elle a reçu le César de la meilleure actrice. Oui, et puis bon anniversaire aussi à l'actrice slovaque Larisa Mijiga, connue pour son rôle de Anka Tomanova dans la série Mama na Prenajom, Maman à louer en français, sur les écrans depuis 2003. Elle est toute jeune, elle fête aujourd'hui ses 9 ans. Bon anniversaire à la flûtiste ukrainienne Irina Khorlenko, actuellement en résidence en France. Bon anniversaire aussi à l'actrice Anna Laevska, d'origine russe, elle est née à Kiev. Aujourd'hui, elle joue beaucoup dans les telenovelas au Mexique. Bon anniversaire à la chanteuse Camélia, l'une des chanteuses les plus connues en Bulgarie. Oui, et puis bon anniversaire aussi à Anna Lesko, chanteuse russo-ukrainienne née à Chisinau en Moldavie, où elle remplit les stades. Bon anniversaire à Mehdi Nobou, acteur, réalisateur, polyglotte, formé à Berlin, qui fait une brillante carrière internationale. En France, on le connaît dans le rôle de Karadec dans la série HPI. Et ouais, bon anniversaire aussi à Payak, immense chanteur et musicien macédonien qui chante de la musique pop, hein, et il est très célèbre dans tous les Balkans. Bon anniversaire à Katsiarina Shulga, actrice et réalisatrice d'origine biélorusse, qui fait sa carrière en Italie. Et puis une pensée du jour aussi, nos pensées qui vont à Fouet Mansourov, chef d'orchestre d'origine kazakh, qui a fait toute sa carrière en Union soviétique. Il était un des fondateurs et chef de l'Orchestre symphonique national du Kazakhstan, professeur au conservatoire de Moscou, ensuite celui de Kazan. Il est devenu chef et directeur musical de l'Orchestre symphonique de l'État de Tatarstan. En 1991, il a dirigé les opéras du Bolchoï au New York Metropolitan Opera. Et puis le dernier, Paul.
Et bien sûr, pensez également à l'acteur et réalisateur autrichien Paul Andréed, révélé dans le rôle de Victor Laszlo dans Casablanca, en tête d'affiche avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Il a réalisé une dizaine de séries télé, dont plusieurs épisodes de la série Alfred Hitchcock présente. Et oui, des sacrées séries, ça. Il est 19h06, et on va enchaîner tout de suite avec notre première interview. Misha Sidorenko. À la recherche de la lumière, c'est le titre du nouveau livre de Robert Faure sur l'œuvre de Misha Sidorenko. Ces tableaux sont exposés dans les musées en Ukraine, en France, aux États-Unis, ainsi que dans les collections privées en France, Suisse, Allemagne, Luxembourg, Hollande, Espagne, Belgique, Grande-Bretagne, etc. C'est un artiste figuratif qui recherche la lumière dans notre réalité, parfois banale ou triste. Bonjour, Misha Sidorenko. Bonjour. Alors, la première question, d'où vient cette vocation d'artiste peintre? D'où vient cet amour de l'art? Cet amour de l'art vient de ma famille, parce que mon père est l'artiste, restaurateur et collectionneur d'art. Donc c'était très naturel pour moi, j'étais entouré de l'art tout début. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à peigner avec mon père, donc c'était très naturel, le couleur, le dessin. Donc j'ai fait ça comme respirer. Certains vous trouveront impressionniste, d'autres expressionniste. Comment définirez-vous votre art et quelles sont les influences les plus importantes pour votre... Tout d'abord, c'est mon style personnel, bien sûr. Et après, il y a des influences. Ça veut dire que j'ai choisi qu'est-ce que j'aime. J'aime beaucoup aussi l'art français. Par exemple, Claude Monet, ça veut dire impressionnisme, mais aussi beaucoup de peintres expressionnistes. Et si on peut me positionner, donc c'est entre les deux, entre l'impressionnisme et l'expressionnisme. Expressionnisme au niveau des techniques et impressionnisme au niveau de plutôt cette spontanéité, l'émotion aussi. Mais tout d'abord, c'est très naturel pour moi. Je cherche mon style, je développe mon style, je travaille des couleurs, la lumière, comme vous avez dit déjà. Et je cherche la lumière au sens propre et figuré. D'accord. Mais c'est vrai que quand on dessine, quand Misha Sidorenko dessine un corps, on voit le corps, mais il ne montre pas tout. C'est ça qui est génial. En fait, on le cherche nous-mêmes. En fait, on creuse. Il ne montre pas, il le dévoile. Et exactement. Ça, exactement. Oui, je reste une sorte d'espace pour l'observateur, en fait. En fait, la peinture, c'est comme un rêve. Il faut que j'en rêve quand on regarde les tableaux. Sinon, c'est pas intéressant. Ce n'est pas très précis, mes tableaux. Ce n'est pas, même s'il y a une place très précise que je crée sur mon tableau. Aussi, je donne l'espace poétique. La peinture, c'est poésie, une sorte de poésie. Tout d'abord, c'est l'émotion qui parle. Quand on regarde, c'est tout de suite, ça sort quoi? C'est l'émotion. Après, on commence à regarder les détails. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un sujet? Il y a des figures, il n'y a pas. Il y a, je sais pas, un bateau, quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout d'abord, c'est l'émotion. C'est comme l'enfant, quand il regarde, tout d'abord, c'est l'émotion. Après, on analyse. Exactement. Tellement ça. Ouais. Et alors, du coup, vous peignez souvent au couteau. Oui. Donc, et en travaillant sur l'empattement, c'est-à-dire l'épaisseur. L'épaisseur, oui, j'aime beaucoup cette matière en fait. Matière dont cette épaisseur et aussi c'est une sorte de moyen pour exprimer mes émotions aussi. Cet épaissement des peintures, cette épaisseur des peintures, texture, c'est aussi la surface des peintures, c'est très important. Il faut donner cette sorte de c'est aussi correspond à ma sensibilité. Chaque artiste exprime sa sensibilité dans sa propre manière, en fait, son propre style. Donc ça, c'est mon propre style personnel, en fait. Je l'ai trouvé. Donc je peins aussi avec doigt, avec couteau, avec pinceau. Avec du pastel aussi. Avec des pastels en huile, oui. En huile. En fait, je commence avec. Tout d'abord, je commence avec fusain. J'ai fait un dessin, un grand dessin sur tableau, je cherche, j'enlève, je cherche, j'ajoute. C'est un processus, spécialement quand je crée grand tableau, par exemple sur
Sujet figuratif, quand il y a un sujet, je cherche tout d'abord la composition, il y a des figures, qu'est-ce qui se passe entre les deux, si ça marche ensemble. Après, je fixe, faisant, et je commence avec acrylique, mais acrylique très, très transparent, comme aquarelle, vraiment comme aquarelle. Donc, pour chercher, en fait, des couleurs, des masses, des bases des peintures. Là, c'est rouge, là, c'est bleu, là, c'est jaune. Comment ça marche ensemble. Et que après, je commence avec huile. Et aussi, ma technique, je trouvais ça que parfois, je laisse un peu cette dessin des bases. Après, on peut voir aussi l'acrylique et après, huile. Donc là, on voit tous les processus sur mes tableaux. Si on regarde plus proche, on voit les dessins, on voit l'acrylique, on voit tous. La peinture, elle raconte son histoire. Oui, la peinture comme un chemin, comme sorte un chemin, parce que la peinture, c'est aussi la recherche. Je cherche, ce n'est pas quelque chose qui est strict dans ma tête et après je réalise. Ce n'est pas ça. Donc là, il y a un chemin. Et là, on voit ce chemin et je trouve que c'est intéressant de voir ce chemin. Si on regarde plus près des tableaux de Picasso, par exemple, on voit des chemins. Comment il a cherché. Comment il a cherché ça, comment on a détruit, comment il a enlevé quelque chose. Si jamais il doit enlever quelque chose, l'autre, parce que des fois on dessine, puis en fait finalement on gomme. C'est pas toujours, bien sûr, mais on peut voir ce chemin. En fait, c'est l'art contemporain qui nous donne plus de liberté avec ça. Avant, c'était plus strict. C'était plus les règles académiques, tout ça. Les normes ont disparu. Les normes disparues maintenant. C'est nous, c'est les normes, en fait. Exact. Voilà, et vous peignez des paysages, des portraits, des scènes de genre, et pourtant, vous faites rarement vos paysages en plein air. Pourquoi vous préférez travailler dans votre atelier? Je préfère travailler dans l'atelier tout d'abord parce que j'ai besoin plus de distance de l'objet. Quand je travaille en direct, c'est très proche pour moi. J'ai besoin d'une sorte de distance pour recréer ce paysage. En fait, je le recrée à l'intérieur de moi. Par la mémoire, en fait. Par la mémoire, en fait. C'est par ce souvenir. Quand on se souvient, et on se souvient quelque chose qui est plus important, plus général, en fait, qui est plus important pour nous, pour moi. Dans ma peinture. Et ça, c'est important parce que là, je ne suis pas un copiste de la nature, mais je suis un créateur qui crée, en fait, un paysage. Une émotion tout d'abord. C'est ça, vous recréez votre réalité. Oui, et c'est cette grande différence entre impressionnisme et moi, par exemple. Parce que Claude Monet, il est venu sur les motifs, dans l'heure précis, pour capturer la lumière. Donc c'est complètement d'autre chose. Si les gens disent souvent que je suis peintre impressionniste, non, c'est pas du tout ça. Non, mais il y a bien sûr, il y a quelque chose. Le modèle est plus là, en fait. Le modèle est plus là. Le modèle est dans ma tête, en fait, quelque part là. Et là, je crée. En fait, qu'est-ce qui est intéressant pour moi, c'est la création, c'est le processus. C'est ça. En fait, de créer quelque chose, de pas copier. C'est ça. Copier vous ne regardez pas, vous vous inspirez. C'est ça la différence. En fait. C'est ça la différence. On ne regarde pas, on imagine. En imaginons. Aussi, c'est intéressant parce que, par exemple, il y a une promenade. Imaginons une promenade. Et on voit beaucoup de paysages quand on se promène. Mais dans notre tête, reste quelques-uns. Exact. À la fin. On se souvient un paysage, deux paysages. On se souvient de toute la promenade qu'on fait au bord de la Seine, je ne sais pas où. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose de plus important pour nous. Donc, ça nous touchait en ce moment. Il y a un lien. Et si cette émotion est forte, donc là, il y a un processus de création qui start. Exact. Ça marche comme ça, en fait. Non, mais c'est génial. Si c'est naturel dans nous, donc ça marche comme ça. Et bon. Alors, vous avez voyagé partout, surtout en Italie ces derniers temps. Et comment dirais-je, alors, vous mettez de la lumière, mais partout. Enfin, même quand les peintures paraissent sombres, il y a toujours de la lumière. Il y a toujours de la lumière. J'ai parlé une fois avec Robert Faure, cet historien de l'art de renom, il a dit quand on sort de l'avion en Italie, c'est tout de suite on voit la lumière. Et c'est vrai. Et c'est vrai quand on est au Rome, je ne sais pas où, à Naples, on était à Capri aussi, à Venise,
plus fort, bien sûr, c'est Capri, et là où est Naples, plus au sud, c'est la lumière très forte. La lumière qui, j'ai dit entre guillemets, mange l'ombre. Elle mange l'ombre. Elle mange l'ombre parce que l'ombre est quelque part. Ouais, n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça existe, mais vraiment disparaître. D'accord. Aussi, demi-l'ombre aussi, c'est vraiment disparaître. Là, c'est tout, la lumière qui est très forte, qui est gracieux, qui explose, qui touche. Et là, j'ai vraiment été influencé par cette lumière qui est partout dans mes tableaux. Ouais, non, mais et puis, alors, parfois, comment dirais-je, donc Rome, ça a inspiré nombre de paysages que vous avez fait, mais parfois, alors, il n'y a qu'un fond. Des fois, c'est un arrière-plan qui représente, pour représenter d'autres figures. On a vu certaines peintures passer à l'écran. Le tableau avec les motifs romains où il y a 3 femmes qui figurent au premier plan. Est-ce que... alors, Eric, je ne sais pas. En fait, il n'est pas. Il sera l'est dans pas. le nouveau livre. Ah, il sera dans le nouveau livre, donc il faudra acheter le livre. C'est un tableau où Rome sert juste d'arrière-plan. Oui. Et au premier plan, il y a 3 femmes. Il y a 3 femmes. Et est-ce que... Oui, et franchement, qui sont ces 3 femmes? Parce qu'il y a une évolution. Il y en a une qui est super célèbre, c'est celle du milieu. Oui, c'est super célèbre, ce portrait. Ouais. Donc, il est très connu. Et j'ai commencé avec ce portrait. Et une fois, quand j'étais dans le métro ici à Paris, donc j'ai vu une fille qui était assise presque complètement comme cette femme. La même position, quoi. Dans la même position. Et ça me ressemble beaucoup. J'ai pensé, est-ce que je vais les mettre tous les deux ensemble? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va créer quelque chose d'intéressant? Et oui, ça a marché. Et petit à petit, j'ai commencé à développer ce tableau. Après, j'étais au Louvre, j'ai vu une sculpture de nymphe qui est assise au bord de la rivière. Et là, j'ai ajouté cette femme-là. Et après, quand après mon voyage à Rome, j'ai créé ce paysage, entourage de Rome. Et là, cette peinture, j'ai donné le titre Motif romain. Et là, cette peinture, on sort de rêverie, sort de mélange de notre mémoire, qu'est-ce qu'on a vu. Et là, ça crée une somme dans ce tableau. Et cette fois, la création a marché comme ça. C'était le processus créatif qui a marché. Qui a trouvé ce chemin. En fait, chaque tableau a une histoire. Et ça, c'est génial. Il y a un mélange là. D'un côté, il y a le paysage de lieux réels. On a une œuvre d'art, on a une passante, en fait, comme la passante de Baudelaire, qu'on ne verra plus, on ne la connaît pas, et une sculpture. Enfin, j'ai trouvé que c'était extrêmement harmonieux, en fait. C'est vrai que nous, on a eu la chance de voir ce tableau, que vous pourrez retrouver dans l'autre livre qui va arriver, qui va sortir. Donc vraiment, franchement, quand il va sortir le livre, on vous en fera part, et puis on va vous dire, voilà, maintenant c'est sorti, et puis tout. Mais franchement, allez voir Mischa Sidorenko. En plus, il sera bientôt en exposition le 18 février le 18 février. À Grand Palais. On va en parler après. Puis alors nous, c'est vrai que nous on l'a vu et c'était génial. On a été frappé par cette peinture. Il y a une autre œuvre qui t'a frappé, Anna, et c'est celle de Pan. C'est Pan. C'est donc Pan, qui est dieu des bergers initialement dans la mythologie romaine, qui devient un ordonnateur de l'univers, qui est presque comparé à Zeus plus tard dans la cosmogonie romaine. Et il y a donc une force brutale, vraiment une sexualité, une beauté qui se dégage de ce tableau. Et à côté, il y a une femme. Pourquoi ce contraste entre Pan et cette femme? Ou c'est une harmonie? Harmonie. Parce que c'est masculinité et féminité qui sont présentées comme ça. Complémentarité. Oui, ils sont complémentaires. Mais lui, il est vraiment... Il est puissant, il est brutal. Et elle est presque fragile, presque, on dirait, cassante. Enfin, c'est doux. Et pour ça... je ne sais pas pourquoi, dans l'histoire de l'homme, c'est toujours représenté comme ça. Aussi, Pan, j'ai vu cette Pan à Rome. Cette très grande sculpture, elle est représentée comme ça, comme une force initiale, en fait. Après, ce n'est pas une force, c'est force qui peut détruire peut-être, mais ce n'est pas une force, c'est force des créateurs en fait. Ce n'est pas force d'agression et quelque chose de ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose de négatif
En fait, c'est puissance. Oui, tout à C'est fait, parce puissance. qu'au début, Pour les Pan Romains, est lié par à la exemple, fertilité. c'était puissance, en fait. Mm. Et j'étais à Pompéi aussi. Et on a vu plusieurs représentations dans les fresques. S'il y a des sculptures, c'est puissance. Ce n'est pas agression, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas un guerrier, ce n'est pas un Mars. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas C'est vrai, un dieu de la guerre. Mais moi, ce tableau m'a vraiment impressionné, ce contraste, en fait, entre justement cette puissance et elle, si fragile. Si fragile, mais je trouve qu'elle a beaucoup de pouvoir quand on Sur regarde lui aussi. Sur lui, elle a Oui, beaucoup sur de lui. pouvoir. Sinon, il est tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Non, franchement, allez voir les peintures de Misha Sindorenko, c'est vraiment très, c'est magique. Enfin, il y a de la magie. L'heure tourne, il y a donc le 18 février, il y aura Art Capital, l'exposition. Et Misha Sindorenko va présenter ses œuvres. Vous allez présenter les œuvres Art Capital. J'ai fait partie des groupes de l'exposition comparaison Art Capital. Art Capital, comparaison, et j'ai fait partie des groupes transposition figurative. Et là, je vais exposer, comme beaucoup des artistes, avec beaucoup des artistes à Grand Palais, maintenant rénové, parce que le Grand Palais était fermé pour quelques années. Maintenant, il fait son ouverture, donc c'est la grande exposition. Je vous invite à visiter Art Capital, comparaison, groupe transposition figurative. Bon, eh ben merci beaucoup. Donc rendez-vous le 18 février avec Misha Sindorenko. C'est vraiment un peintre à découvrir si vous ne le connaissez pas, parce que franchement, ces peintures, elles parlent et on pourrait passer des heures devant à raconter une aventure. Oui, parce que j'aurais parlé d'Ulysse. C'était important de parler d'Ulysse. Mais il y a Ulysse, c'est vrai, avec Barbara Cassin. Il y a des livres qui sont sortis sur Misha Sindorenko. Et surtout, il faudrait guetter le livre de Robert Faure. Qui va sortir, c'est le livre d'art. Surtout que Robert Faure n'est pas après celui-là. Celui-là avec Christian Norbergen, et donc on a fait avec l'édition des livres d'art ici à Paris, disponible à la FNAC. Il a 72 pages, on a travaillé 3 mois pour ce livre, on a traduit en anglais, d'où langue, il y a l'entretien, il y a tout dedans. Ça c'est top. Non, franchement, découvrez cet artiste, c'est magique. Nous, quand on l'a vu, on ne le connaissait pas. Non, franchement, on ne vous connaissait pas avant. Mais alors là, c'est magique. Il est 19h23, on va parler cinéma. Cinéma avec d'abord les courts-métrages et la 18e édition de Kustendorf Film Festival, le festival international du film et de la musique, qui aura lieu du 22 au 25 janvier prochain dans la belle ville de Drvengrad en Serbie. Parmi les courts-métrages sélectionnés dans la sélection mondiale avec des films indiens, égyptiens, danois, mexicains ou encore français avec The Beer and the Bird de Marie Caudry, on compte pas moins de 9 films et productions d'Europe centrale et orientale en compétition, dont 3 films serbes, 5-3-0 de Danila Stanimirovic avec Dostana Nikolic, Avgust de Dan Grabnar avec Marco Guerrero et Milena Predic et 40 d'Adem Tutic. On trouve le film du réalisateur monténégrin Milorad Milatovic, Stranac, qui veut dire donc The Stranger, le titre anglais, mais aussi le film nord-macédonien Iminia de Jan Spasic avec Jakov Pavlov, Petar Karanovic, Dragana Kostadinovska ou encore Grégor Negrievski. C'est des jeunes, des gamins, enfin c'est des enfants qui jouent. Et il paraît que ça dépote. On a été aussi sélectionné donc 4 courts-métrages russes, Not Just Any Day de Klavidia Korshunov, Possession de Sofia Kigiriova et The Forest A Little Tragedy d'Oleg Yershov et un petit dernier, Demons, d'Egor Shirenko. Du côté des longs métrages, au Golden Globes, on voit l'affiche Flo du réalisateur letton Gins Zilbalodis, qui est toujours en salle, qui a reçu le Golden Globe du meilleur film d'animation. Allez le voir. Ça fait longtemps qu'on en parle de ce film, Flo. Exactement. On a parlé 2 fois déjà à l'antenne et là, on ne s'est pas trompé. En fait. Et donc, il gagne
Au Golden Globe, c'est bon signe pour les Oscars. Comment ne pas parler du coup de cœur de notre Margot Germain avec le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, qui a remporté 4 Golden Globes, dont celui du meilleur film musical ou comédie et du meilleur film en langue étrangère. Enfin, c'est historique. L'acteur roumain Sebastian Stan a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie pour son rôle dans A Different Man d'Aaron Schimberg, film qui lui a valu déjà l'Ours d'argent du meilleur acteur à la dernière Berlinale. Cette année, notons qu'il était aussi nommé pour son rôle de Donald Trump dans The Apprentice d'Ali Abbasi. Deuxième roumain à remporter un Golden Globe, le dernier daté de 1949 avec le réalisateur Jean Negulescu qui reçut le Golden Globes du meilleur film pour Johnny Belinda avec notamment l'actrice Agnès Murray-Head, rendue célèbre pour son personnage d'Andorra dans la série Ma sorcière bien-aimée. Eh bien, Sebastian Stan, très touché, a remercié sa mère, la pianiste roumaine Georgeta Orlovci. Ce prix, je le cite, ce prix est dédié à ma mère qui a quitté la Roumanie à la recherche d'une vie meilleure et qui m'a tout offert, et à mon beau-père Tony qui a épousé une mère célibataire avec un enfant déjà grand. Merci d'avoir été un brave homme. Golden Globes, je vous aime. Roumanie, je t'aime. Fin de citation. C'est une belle déclaration, je trouve. Voici la bande-annonce de A Different Man avec Sebastian Stan et le Britannique Adam Pearson, impressionnant, incroyable dans le rôle d'Oswald. Hey man, I know you. What's your name? Edward? Do you work for Facebook? No, but I get this a lot. Oh, hey, neighbor. People can be cruel, I imagine. All unhappiness in life comes from not accepting what is. You know who taught me that? Lady Gaga. This drug seems to have the potential to actually heal you. The implications are life-changing. My face is falling off in clumps. I'm sure it only looks like clumps to you. Perhaps any potential risk is worth the reward? Piece of man candy. Can I believe my eyes? Edward, who don't remember me? Oswald. Hi. That guy's amazing. What do you know about him? Who is he? He's leading a double life. I'm getting the stereo mess things up for you. You know how we idealize people when we're in love? So I'm the idolized version of Oswald? It's kind of brilliant seeing you who looks like you, but you're not yourself. Let's just all start being honest with ourselves, old friends. Place à la musique, place aux charts, Anna. On commence avec les sorties de clips. Le chanteur pop bosnien Daniel Trenkovski a sorti le 3 janvier le clip Bela Zastava. Une belle conversation avec la nature où l'artiste lie un lien particulier avec un ours. Le clip obtient 233 000 vues en 6 jours sur YouTube. Côté charts internationaux, je vous amène en Pologne, au PZR avec Dom Nadwoda à 277 789 streams sur Spotify et 768 176 vues sur YouTube en 2 jours. PZ l'a repris aussi avec la chanteuse Vanny. Cette chanson est un vrai tube, plus de 33 000 vues en 18 heures. En Azerbaïdjan, le titre Ken Well de Yagoun Kazimova à 723 vues sur YouTube. On part en Bulgarie. Petash Limay de Svetlina Yeneva est en tête du classement sur Apple et a 3 millions de vues sur YouTube en 2 semaines. En Croatie, Yala Brat et Boba Corelli occupent les 5 premières places du classement sur toutes les plateformes de streaming avec 5 titres. Bass, Blaka qu'on a vu déjà ici, Sex Drive, Kelani et Vrati Hietati.
On termine avec la Moldavie. Les rappeurs russes Tigo et Migran avec Plany na Zavtra, ça veut dire projet pour demain, sont premiers cette semaine en streaming et ont près de 1 million de vues sur YouTube en 2 semaines. Oui, puis avant de vous parler des livres tout juste sortis en librairie, qui dit charts, qui dit musique, souvenir, hommage à la violoniste slovaque Margareta Benková. Elle nous a quittés le 16 décembre dernier, à l'âge de 31 ans des suites d'une longue maladie. Donc place à la musique. Là, elle joue Frühlingslied, Lieder ohne Worte, chanson du printemps, chanson sans mots, opus 62 numéro 6 de Félix Mendelssohn. C'était donc Margareta Benková qui interprétait Frühlingslied, Lieder ohne Worte, opus 62 numéro 6 de Félix Mendelssohn. Paix à son âme. On passe au livre de la semaine. On commence l'ouverture de notre bibliothèque de l'année avec le nouveau livre de l'auteure franco-allemande Anne Weber. Son titre 9-3, paru hier aux éditions Philippe Ray. C'est un roman itinérant qui surprend et qui bouscule les préjugés sur les territoires méconnus de Seine-Saint-Denis. En accompagnant son ami Ossine dans ses longues marches à travers le 93, lieu de naissance et de vie de ce documentariste franco-algérien, Anne Weber s'aperçoit qu'elle ne connaît de ce département que les clichés rabâchés par les médias, un peu comme tout le monde, qui se résument aux cités déglinguées et au point de deal, même si elle habite Paris depuis 1983. Ensemble, ils vont sillonner la Seine-Saint-Denis, visiter le cimetière musulman de Bobigny, situé entre une décharge et une case de voiture, un cimetière où a enterré le champion olympique français d'origine algérienne, Louafi Bouguera, deuxième français à remporter le marathon olympique avant Alain Mimoun, et découvrir la maison dans laquelle est né Astérix, tout près du lieu de mise au jour d'une immense nécropole gauloise. Ils finiront par tomber sur un café tenu par Rachid d'origine kabyle, réunissant des hommes et des femmes, des Français d'ici ou d'ailleurs, des jeunes, des vieux, des immigrés, des anciens combattants. Un lieu de rencontre qui deviendra le cœur battant du récit. Pendant qu'ils explorent ce territoire, profondément marqué par l'histoire, à commencer par l'époque coloniale ou l'occupation, eh bien, les deux amis vont confronter avec verve et ironie leur point de vue. Chacun enfermé dans le rôle qui lui a été assigné par son milieu de naissance. Mais est-ce une fatalité ?
Est-ce que c'est possible de s'en extraire ? Très bonne question. 9.3, c'est un roman d'apprentissage, une tentative de s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas, de prendre conscience de ses propres œillères et de s'en défaire, un peu comme cette émission. Vous, pour découvrir ce qu'on ne connaît pas, si vous voulez rencontrer Anna Weber, eh bien sachez que le Goethe-Institut organise une rencontre littéraire avec cette écrivaine plusieurs fois primée, lauréate du prix du livre allemand en 2020, pour parler de ce livre 9.3. Ça sera jeudi prochain, le 16 janvier à 19h au Goethe-Institut, c'est au 17 avenue d'Iéna, métro Iéna, info, si vous voulez des infos, c'est sur le site Goethe-Institut. Le second livre qu'on vous propose, c'est du théâtre. Ça s'appelle « Et si je ne suis pas sage, qu'allons-nous faire ?» de l'auteur serbe Iva Berdar, chez Koiné Éditions. C'est du théâtre, c'est l'histoire de deux femmes, une fille, une mère, 17 conseils à propos des oreilles, du béton, des fruits, des toilettes, des fossettes, de la radiation, du sang, des cheveux blancs, à propos de folklore, de coutumes, de traditions, mais aussi de rébellion. Les conseils qui trouvent leurs origines dans la solidarité féminine et les conseils qui font partie d'une obéissance inculquée. Autrice de théâtre, beaucoup de ces textes, les textes d'Iva Berdar, sont primés. Pouce en l'air a reçu le Brücke Berlin Prize et le prix de Sterigno Bozoye. Et les Géraniums ne meurent jamais, le prix du meilleur texte dramatique engagé de la fondation Artefact. Ces pièces ont été mises en scène et lues en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Autriche, ont été traduites en anglais, en allemand, en français, en italien, en tchèque. Bref, un livre à découvrir parce que celui-là, à première vue, c'est une mine d'or. Ça vient de sortir. On passe à l'agenda. Alors, cette semaine, on vous propose, pas nous, le Centre culturel de Serbie vous invite au vernissage de l'exposition L'Art Contact, sculpture française et serbe de la collection de Terra. Le jeudi 16 janvier aussi, à 19h au Centre culturel de Serbie, à 123 rue Saint-Martin, en face du centre Pompidou. L'exposition L'Art Contact, sculpture française et serbe de la collection de Terra, présente des sculptures en terre cuite réalisées au cours de 4 décennies d'existence du Symposium international Terra à Kikinda. Les œuvres des 15 artistes serbes et français présentées à l'exposition reflètent la coopération continue des deux scènes, la diversité en termes d'approche, d'idées, mais aussi l'aspect unique du respect de l'argile en tant que matériau ou pré-matériau naturel. Ainsi, vous aurez l'occasion de vous familiariser avec les œuvres d'une valeur artistique exceptionnelle qui incarne la synthèse du traditionnel et du contemporain, tout en soulignant l'importance d'un espace unique qui nourrit la liberté comme l'une de ses valeurs fondamentales. L'exposition dure jusqu'au 7 janvier. Et puis là, vous voyez une œuvre d'une artiste slovaque. Ça tombe bien parce que l'Institut slovaque de Paris vous invite à l'exposition collective d'artistes slovaques contemporains Eye of a Storm à la Galerie de l'Atlas, qui se trouve 4 cours de l'île Louviers à Paris dans le 4e à partir du 15 janvier prochain. Les artistes doivent-ils s'effondrer quand les temps changent ? Cette question posée en 1967 par le cinéaste et poète lituanien Jonas Mekas est pleinement d'actualité. Ce monde nous occupe, nous inquiète aussi. On cherche des solutions pour s'en sortir. On pense à la nature, au voyage, aux choix à faire. Faut-il quitter le monde, la ville, la société, nous en éloigner un peu, se mettre au vert, nous déconnecter ou carrément faire tout le contraire ? Le monde d'aujourd'hui peut être perçu comme un défi crucial lancé à notre humanité. Saurons-nous développer le fil du récit de notre propre existence, nous libérer de l'histoire, toujours écrite par les vainqueurs, nous libérer d'un système qui s'essouffle et inventer des logiques inconnues, nouvelles, risquer d'autres rêves? C'est ce que cette exposition Eye of the Storm nous invite à faire. Vraiment une exposition très intéressante. Vous pourrez découvrir donc les œuvres d'une dizaine d'artistes slovaques comme Milan Adamczak, Adela Babanova, Jakub Hroma ou encore Lucia Serankova dans ce superbe lieu de la Fondation internationale L'Atlas qui se situe dans le centre culturel et social La Félicité dans le quartier du Marais. À noter que le vernissage de cette exposition aura lieu mercredi prochain 15 janvier à 18h, une exposition en collaboration avec la galerie Zaorian et Van Espen. Puis si vous voulez nous rencontrer, nous on sera là-bas.
Alors, l'Institut culturel bulgare vous invite au récital du pianiste bulgare Galin Ganchev jeudi prochain, le 16 janvier à 19h, à la galerie de l'Institut culturel bulgare à Paris, au 28 rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement. La jeune carrière internationale de Galin Ganchev l'a déjà amené à jouer avec les plus grands interprètes. Au programme de ce concert du 16 janvier, des œuvres de Jean-Sébastien Bach, de Franz Schubert, de Franz Liszt ou encore Serge Prokofiev. Profitez-en, c'est entrée libre sur réservation obligatoire. Et les infos sont sur le site de l'Institut culturel bulgare. Ouais, vraiment un concert à aller voir. Il y a plein de concerts en ce moment, c'est la rentrée. Même le Forum culturel autrichien, il y a des concerts aussi. Franchement, renseignez-vous, vous allez voir, vous allez vous dépayser. On va passer aux fêtes du jour. Il est 19h41 sur Armada. Alors, du 13 au 14 janvier, Ukrainiens, Russes, Biélorusses, Serbes, Bosniens, Géorgiens fêtent le Nouvel An selon le calendrier julien. Stary Nowy God, Nova Godina, Sperska Nova Godina, Stary Nowy Rik. Stary Nowy Rik. Et je reviens à quelques mots sur l'histoire du Nouvel An en Russie. Le Nouvel An a été célébré avant, en mars ou en septembre, et fêté maintenant du 31 décembre au 1er janvier depuis le XVIIIe siècle seulement, avec le tsar Pierre le Grand. C'est pendant la période soviétique que le Nouvel An a supplanté les fêtes de Noël qui étaient interdites en Russie en 1928, enfin en Union soviétique en 1928, et le 25 décembre était devenu un jour ouvrable. À cette époque, le régime communiste, évidemment, cherche à éliminer toutes les influences religieuses. Et donc, la fête de Noël fait partie. Et l'accent a été mis sur la promotion du Nouvel An, comme la principale fête de fin d'année. Et c'est en 1947 que le 1er janvier était devenu un jour férié. Et ce n'est qu'à la fin de l'Union soviétique, en 1991, que la Russie a connu une renaissance de la liberté religieuse. Et les Russes peuvent de nouveau fêter Noël, de cette fois-ci du 6 au 7 janvier, selon le calendrier julien, utilisé par l'Église orthodoxe et par les églises orthodoxes de l'Europe de l'Est. Et d'ailleurs, c'est même, dès comment on appelle ça, la chute de l'Union soviétique, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Biélorussie, partout. Tous les pays pouvaient fêter du coup c'est Noël. Ça, on pouvait fêter Noël, exactement. Maintenant, l'Ukraine fête avec l'Europe, en fait. Maintenant, on a changé. Mais c'est récent. Ouais, c'est récent, l'Ukraine, ça fait 2 ans. C'est récent, oui, ça fait 2 ans que l'Ukraine a commencé à fêter aussi Noël. On a changé le calendrier pour être avec l'Europe, en fait. D'accord, oui, voilà, d'accord. c'est ça. Ça, tu vois, je ne savais pas ça. Oui. Mais le Nouvel An russe, on fête encore en Ukraine. L'ancien Nouvel An russe. Il y a beaucoup de fêtes on peut fêter chaque jour comme la fête. Ouais. Oui, et puis depuis donc l'époque soviétique, donc les Russes fêtent 2 fois le Nouvel An. Donc cela dans le calendrier julien et le calendrier grégorien qui a été officiellement adopté en 1918. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, c'est pas le Père Noël qu'on reçoit, c'est Ded Moroz ou le Père Gel, ce personnage mythique qui s'habille d'un manteau rouge ou bleu orné de fourrure. Il porte des bottes de feutre et un bonnet et son aspect ressemble beaucoup à celui du Père Noël. Lorsque ce personnage fait son apparition en public, il est toujours accompagné d'une fillette nommée Sneguruchka. Okay. Il s'agit de la petite fille des neiges aux cheveux blonds tressés qui s'habille d'une robe blanche ou bleue pailletée, on dirait la Reine des Neiges. Cette dernière ne peut tomber amoureuse au risque de fondre sous les rayons du soleil. L'ancien Nouvel An ou le Nouvel An orthodoxe est commémoré comme celui du 31 décembre, au retour d'un repas, des célébrations, le soir en famille. Le faste est peut-être moindre, mais le 31 décembre, c'est quand même une fête très importante. Et les églises orthodoxes serbes et macédoniennes continuent également de célébrer leurs fêtes et les jours fériés conformément au calendrier julien. Donc en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, les rues sont décorées, il y a des concerts, des feux d'artifice. Les gens fêtent le Nouvel An dans les restaurants, cafés, clubs, en famille. En Serbie, la célébration du Nouvel An, donc de l'ancien Nouvel An, attention, donc du 13 au 14, a réellement commencé
à la fin du 9e siècle, après la christianisation, bien que certains rites païens aient perduré, bien sûr, jusqu'à l'époque du tsar Douzan. Le Nouvel An était associé à des festivités visant à invoquer le soleil pour repousser les restes de l'hiver, apporter le printemps. C'est pourquoi des feux de joie étaient allumés, symbolisant la chaleur. Maintenant, bien sûr, c'est les feux d'artifice qui ont remplacé les feux de joie. Et le symbolisme reste intact. Ce sont des traditions pré-chrétiennes des pays slaves qui nourrissent souvent les fêtes de Nouvel An en Serbie, en Bosnie, tradition récupérée par l'Église orthodoxe et christianisée, bien sûr. Je vous emmène maintenant en Roumanie et en République de Moldavie où chaque 15 janvier est célébré depuis 15 ans en mémoire du grand poète Mihai Eminescu, la journée de la culture roumaine, marquée aussi bien en Roumanie qu'en République de Moldova. Un peu d'histoire. En 2010, la Chambre des députés de Bucarest a adopté un projet de loi pour décréter cette journée de la culture nationale le jour de la naissance d'Eminescu. Il est né le 15 janvier 1850. Au-delà d'être un poète, dramaturge, romancier, romantique et journaliste, Mihai Eminescu est considéré par la critique littéraire comme l'une des voix les plus importantes de la littérature roumaine de tous les temps. Des manifestations culturelles sont organisées dans les musées, les bibliothèques, les salles de spectacle, les centres culturels, aussi bien en Roumanie qu'à l'étranger. Un des fondateurs de ce projet a toujours rappelé que la culture représente en substance pour un peuple une façon d'être, de s'affirmer et de survivre. Je vous laisse méditer sur ces mots. Pour l'instant, il est 19h46 et on va jouer. Et pas qu'un peu. C'est comme quand on va au théâtre sur la Comédie Saint-Michel, parce que jusqu'au mois de mai, il y a une excellente pièce à voir, absolument, ça s'appelle La brume des rêves perdus. Le thème, et on va en parler avec nos invités Marta Ryszewska et Nina De Flash après le journal, la liberté des filles de rêver grand. De ce fait, notre focus d'aujourd'hui porte sur les filles qui rêvent en grand. On sait que certaines personnes pensent encore que c'est impossible, une idée complètement sexiste, pour preuve les noms des grandes dames qui ont fait avancer le schmilblick. On peut leur prouver le contraire. Tiens, comme je disais, on va jouer. Découvrons ensemble quelques noms de dames qui ont rêvé grand. Si vous savez ce qu'elles ont fait, dites-le. On va commencer par la plus grande. Si je vous dis physicienne et chimiste polonaise, la seule personne qui a avoir reçu 2 prix Nobel dans 2 domaines différents, un en physique, un en 1903, l'autre en chimie en 1911, vous me dites, elle est à l'écran, Marie Curie, bien sûr. Et aujourd'hui, tout le monde la connaît, c'est une vraie star. On va continuer avec d'autres histoires. Tabitha Babbitt. Alors Tabitha Babbitt, elle est née en 1779, elle est morte en 1853. Elle est américaine et son histoire est horrible. Elle a inventé la scie circulaire en 1810. Ou encore la première prothèse dentaire. Sauf que, étant femme de la communauté des Checkers aux États-Unis, elle ne pouvait pas déposer de brevet. De ce fait, ce sont les Français Auguste Brunet et Jean-Baptiste Cochot qui ont pu breveter leur scie circulaire en 1816. Merci madame. On va continuer avec une autre, Lotte Reiniger. Alors Lotte Reiniger, c'est une star. C'est une légende. Est-ce que son nom vous dit quelque chose ? Pas du tout. C'est une réalisatrice allemande, pionnière au milieu des années 20 des films d'animation en Allemagne. Elle a réalisé entre autres en 1926 l'un des premiers longs métrages d'animation de l'histoire du cinéma avec Les Aventures du Prince Ahmed. D'une durée de 65 minutes, c'est le plus ancien long métrage d'animation conservé à ce jour. En fait, avant Walt Disney, il y avait elle. C'est Lotte Reiniger, donc retenez bien ce nom. On va passer à une autre, et elle a voyagé dans les étoiles, c'est Valentina Tereshkova. Quand on voit, on n'invente rien. C'est une cosmonaute. Alors, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais c'est la première femme cosmonaute de l'histoire. Elle est encore aujourd'hui la seule femme à avoir effectué un voyage en solitaire dans l'espace. C'était du 16 au 19 juin 1963, à bord de Vostok 6. Et la plus jeune cosmonaute à le faire. Elle a le grade de major général. L'histoire totalise aujourd'hui 79 femmes
en vol orbital. La première américaine, c'est Sally Ride, c'est en 1983. La première française, c'est Claudie Aigneret en 1996, il y a à peine 30 ans. Pour information, c'est prévu pour le mars prochain. Le prochain vol vers l'espace sera la mission Fram2, une mission organisée par SpaceX avec 2 femmes et 2 hommes, sans aucune expérience de l'espace. Une mission sous la direction du milliardaire maltais d'origine chinoise Chung Wang. Le vaisseau sera sous le commandement de la réalisatrice norvégienne Jannike Mikkelsen et piloté par le guide polaire australien Eric Phillips. La chercheuse en robotique allemande Rabea Roge, future première allemande dans l'espace, sera la spécialiste de la mission. On passe à une autre pierre. Décidément, en Europe, en fait, elles sont beaucoup allemandes, les inventrices, parce qu'il y a une physicienne allemande qui s'appelle Maria Göpper-Mayer. On la voit à l'écran pour ceux qui nous suivent en images. Quoique, on dit physicienne allemande, elle est allemande de nationalité, mais elle est née à Katowice. Et aujourd'hui, Katowice, c'est en Pologne. 1929, étudiante en doctorat à l'université de Göttingen, elle démontra l'existence de l'ADP, l'absorption à 2 photons. En 1935, elle suit son mari aux États-Unis à l'université Johns Hopkins, où elle ne peut obtenir qu'un poste d'assistante sans salaire. Ben oui, c'est une femme. Elle écrit alors des articles. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a rejoint le projet Manhattan, qui consistait à produire une bombe atomique. Après la guerre, elle a travaillé sur le noyau atomique. En 1963, devenue professeure à l'Université de Californie, elle a obtenu le prix Nobel de physique 1963 avec Hans Daniel Jensen pour je cite, leur découverte à propos de la structure en couche du noyau atomique. C'est la 2e femme à avoir obtenu ce prix Nobel de physique, après Marie Curie. 2 Polonaises. Voilà. C'est comme quoi l'histoire se rejoint. Hein, on est d'accord. Et là, je vais vous parler d'une Roumaine. C'est la première femme ingénieure diplômée en Roumanie. Elle s'appelle Elisa Leonida Zamfirescu. Et cette dame, en fait, après son bac, elle a voulu rentrer à l'École nationale des ponts et chaussées, mais elle a été refusée parce que c'était une femme. En 1909, alors installée à Berlin, quand elle s'inscrit à l'École technique royale de Charlottenburg, le doyen de cette école lui dit que les femmes ont d'autres vocations. Il faut de la force, il ne faut rien lâcher. Et là, je pense à Barbara et puis à Sol surtout. On va en parler tout à l'heure. Comme la première femme d'Einstein. Ben, exactement. Elle était refusée à la faculté de l'université à Zagreb parce que c'était une femme. Voilà. Et en 1912, Elisa Leonida Zamfirescu devient une des premières femmes ingénieures diplômées en Europe. Ingénieure chimiste, elle travaille en Roumanie sur l'exploitation de nouvelles ressources énergétiques du charbon, de schiste bitumineux, de gaz, de chrome, de bauxite, de cuivre. Elle a aussi publié des articles parmi lesquels la composition chimique du pétrole dans les gisements roumains. Depuis 1997, un prix Premiul Elisa Leonida Zamfirescu est attribué aux femmes qui se distinguent par le travail en sciences et en technologie. Au-delà de ça, est-ce que vous connaissez son frère ? Non, en fait, elle a 10 frères et sœurs, et puis il y en a un, Georges Leonida, qui était sculpteur, et c'est lui qui a réalisé la tête du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro. Une sacrée famille. Oui. Là, nous avons, Amalie Auguste Melita Benz. Alors, elle est née en 1873 à Dresde et elle est morte en 1950 à Porta Westfalica. C'est aussi un exemple de réussite. Avant de passer à Clara Schumann, c'est juste que Amalie Auguste Melita Benz, en fait, elle a inventé le filtre à café. Et quand elle a créé sa boîte en 1908, qui s'appelait Benz, avec 73 Pfennig, je tiens à le dire, en fait, elle avait 3 employés, son mari et ses 2 enfants. Elle a vendu la première année en 1909, c'était 1200 filtres. Aujourd'hui, c'est des millions. C'est des milliards. Elle a 33... Tous les jours, on utilise les filtres à café. Et aujourd'hui, en fait, dans sa société, il y a 3300 employés et il y a 50 usines. Donc voilà, et en plus elle a travaillé sur le bien-être des employés, à savoir des jours de congé passant de 6 à 15 jours. Elle a travaillé, elle a fait un CSE, un CSE, un comité d'entreprise pour les ouvriers avant l'heure. Et puis les vacances, elle les rallonge. Enfin, c'est une très grande dame. Nous avons Clara Schumann, très très grande compositrice. Là, on a Ada Lovelace.
elle a carrément créé un langage informatique. Et le langage Ada, aujourd'hui, ça porte son nom, en fait. C'est assez impressionnant. Et puis, juste pour le fun, parce que je ne pouvais pas passer à côté, en fait, normalement, elle est en voiture. Et est-ce que tu l'as en photo, Eric ? Normalement, c'est bon. Voilà. Je vous présente Madame de Courcelles. J'étais obligé un peu de le faire. En fait, son métier, c'est taxi. Ça a été la première femme chauffeuse de taxi à Paris. Et c'était en 1908, une sacrée année, décidément 1908, pour les inventions et pour l'avancée de la cause féminine. En fait, voilà, j'aurais pu parler de Marie Anderson, la mère de l'essuie-glace, Joséphine Cochrane qui a inventé le lave-vaisselle, ou encore Herminie Cadol qui a inventé, bien sûr, le soutien-gorge. C'est beau de rêver grand, qu'on soit un garçon ou une fille, pour faire avancer les choses. Allez voir donc La brume des rêves perdus à la Comédie Saint-Michel. C'est une pièce d'utilité publique, comme je dis. On en parle tout de suite après le journal. Vous allez voir, c'est super intéressant. Pour l'instant, place aux partenaires. Dans les têtes le week-end, on peut toujours se sentir en vacances. Voici quelques images de Slovaquie. Et oui, on commence nos partenaires avec la fédération France-Slovaquie qui vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison. Pour suivre son actualité, une adresse www.france-slovaquie.com sur les réseaux sociaux. Et on sait qu'il y a énormément de Slovaques en France. Oui, un autre partenaire, l'Aki Atelier de Transformation. L'Aki est une association qui prend soin de votre image. D'abord par des consultations individuelles sur votre style, les formations proposées aux étudiants des établissements supérieurs, les formes à maîtriser leur image dans le cadre professionnel et les formations des dirigeants des cadres des entreprises permettent de fluidifier leur communication non verbale. Enfin, les événements autour de la mode, du style, des arts sont proposés aux Parisiens. Le prochain événement, c'est le 10 avril de cette année. Vivement. Et puis, il y a aussi Aima Aikokoa. C'est si vous voulez rêver des vacances inoubliables à la neige, dans un endroit paradisiaque, des jacuzzis, du ski, tout ce qu'on veut, une piscine. Oh, j'arrête pas de parler. Tout ça dans les trésors cachés du parc de Maramureș en Roumanie. Arrêtons les mots, place aux images. Place à la météo. Si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, sachez que ce week-end sera vraiment glacial, surtout du côté de Cologne, voire neigeux sur une partie du continent. Samedi matin, il neigera sur toute la Pologne, en Estonie, en Bulgarie, sur le nord de la Slovaquie, comme Angelina. Ce
ce sera couvert aussi sur l'Est et les reliefs de l'Allemagne ensoleillés en Roumanie, sauf sur les reliefs et le bord de la mer Noire. Côté température, le minimum pour Köln, Cologne, avec moins 7 degrés, mais avec un vent de 10 km/h, moins 4 degrés à Poprad en Slovaquie, moins 3 degrés à Magdebourg en Allemagne, mais aussi à Kozice en Slovaquie, aussi en Ukraine, à Czernowitz, moins 1 degré à Berlin, Prague, Vilnius, moins 1 degré et plein soleil sur Chisinau, 0 degré à Lviv, Zagreb, Sofia, Varsovie, 1 degré à Bratislava, le maximum pour Bucarest avec 2 degrés. Samedi après-midi, même si le soleil percera du côté de la Croatie, en République tchèque et en Roumanie, le ciel n'évoluera pas vraiment. Côté Mercure, ça restera dans le bleu, entre moins 2 degrés à Cologne en Allemagne et dans le parc de Maramureș en Roumanie, moins 1 degré à Prague, à Kalisz dans le centre de la Pologne, 0 degré à Varsovie, à Zagreb, 1 degré comme à Kiev ou encore à Bratislava, 5 degrés à Chisinau en Moldavie. Seul Bucarest et Galați en Roumanie tirent son épingle du jeu avec 6 degrés et à Ismail dans le sud de l'Ukraine avec 7 degrés. Dimanche matin, c'est reparti pour un tour avec un ciel couvert et de la neige dans les ciels estoniens, polonais et bulgares. On notera cependant le soleil qui percera à Berlin et à Budapest. Côté température, ça ne dépassera pas les 1 degré. Moins 6 degrés à Cologne en Allemagne, moins 5 à Cluj-Napoca, moins 4 degrés dans le parc de Maramureș. Ça tombe bien, on peut aller faire du ski. Ou encore à Tchernihiv dans le nord de l'Ukraine, moins 2 degrés à Chemnitz, à l'est de l'Allemagne, ou encore à Chisinau en Moldavie, 0 degré à Varsovie, Berlin, Bratislava, 1 degré à Budapest et Zagreb. À Paris, rigolez pas, hein, il fera jusque 3 degrés. Dimanche après-midi, le soleil percera dans le ciel de Berlin, mais aussi à Tallinn en Estonie. On annonce toujours de la neige sur l'est de la Pologne et sur toute la Bulgarie. Côté Mercure, ça restera dans la continuité, entre 4 degrés et 1 degré de moyenne sur tout le continent. Un minimum de moins 4 degrés à Cologne, moins 2 degrés à Munich, moins 1 à Prague, Berlin et Sofia, 0 degré à Varsovie, 1 degré à Kiev, Budapest et Zagreb, le maximum pour Constanța en Roumanie avec 6 degrés. À signaler quand même en Allemagne, on attend moins 14 degrés dimanche soir à Cologne. Prenez soin de vous, mettez-vous au chaud. Place au journal. La Pologne prend la tête de la présidence tournante du Conseil européen. Vendredi 3 janvier, à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la présidence polonaise au Grand Théâtre de Varsovie, le Premier ministre Donald Tusk n'a pas dissimulé sa fierté. Et oui, je cite, « L'Europe a de la chance qu'en ce moment difficile de notre histoire, la Pologne assure la présidence », a-t-il estimé, ajoutant que son pays s'appuierait sur sa sagesse et son expérience nationale. Fin de citation. Varsovie souhaite jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration de la politique européenne de sécurité, notamment dans les domaines de l'armée, des affaires intérieures, de l'énergie, de la santé, de la sécurité alimentaire, de la cybersécurité, de la lutte contre la désinformation, mais aussi freiner l'immigration irrégulière et améliorer l'efficacité des retours, y compris en coopération avec des pays tiers. La devise choisie par la Pologne pour la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, Sécurité Europe, est un jeu de mots emprunté au It's the Economy Stupid, c'est l'économie qui compte, idiot, de Bill Clinton. Le sommet informel des dirigeants de l'Union européenne sera organisé à Bruxelles et non à Varsovie. Politique intérieure, toujours en Pologne, l'élection présidentielle polonaise aura lieu le 18 mai prochain, a annoncé le président de la Diète, Szymon Hołownia, lui-même candidat Renew à la présidentielle. Le favori des sondages est Rafał Trzaskowski, le maire de Varsovie, candidat de plateforme civique du Premier ministre Donald Tusk, suivi du nationaliste, l'historien Karol Nawrocki, désigné par le PiS. Parmi les autres candidats, on trouve la sénatrice socialiste Magdalena Biejat et le candidat d'extrême droite Sławomir Mencen, co-dirigeant de la coalition entre Confédération, Patriotes pour l'Europe, et Liberté et Indépendance du groupe Europe des Nations Souveraines. Si un second tour est nécessaire, il aura lieu le 1er juin. Le nouveau chef de l'État n'entrera pas en fonction avant la fin de la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire pas avant le 30 juin prochain.
Concernant l'agriculture, selon le ministre polonais de l'Agriculture, Czesław Siekierski, les négociations sur la libération à long terme du commerce agricole avec l'Ukraine devraient être associées aux discussions sur l'accord commercial entre l'Union européenne et Mercosur. Autriche, l'extrême droite autrichienne chargée de former un gouvernement pour la première fois. Et oui, l'Autriche, suite à la démission du chancelier Karl Nehammer, je crois qu'on peut voir le drapeau autrichien si vous ne le connaissez pas. Suite à la démission du chancelier Karl Nehammer le 4 janvier dernier, après l'échec de son parti de centre-droit à trouver un accord avec le Parti social-démocrate, le SPO, socialiste et démocrate européen, et le Parti libéral, le NEOS, Renew au niveau européen, le président autrichien Alexander Van der Bellen a donc confié au nationaliste Herbert Kickl, dirigeant du Parti de la Liberté, le FPO, patriote pour l'Europe à l'Union, la responsabilité de diriger la formation d'un nouveau gouvernement, nécessitant une coalition avec au moins un autre parti. Je cite, « Le gouvernement doit être solide, il doit disposer d'une majorité fiable. Je peux avoir certains désirs quant à sa composition, mais je dois respecter le résultat du vote », a donc déclaré le président autrichien. En attendant, mercredi dernier, le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, a été nommé chancelier par intérim, succédant ainsi à Karl Nehammer. C'est une machine à détection de métaux. Donne-moi tes rêves, je suis là. Maximus Electro. Ils volent les rêves, et surtout ceux des filles, qui, comme toi seul, veulent construire des machines et réaliser de grandes choses. Hey, yeah. Cache le passage vers la forteresse Néon. C'est moi qui vais sauver les rêves, toute seule. Ce n'est pas toi qui vas, c'est ce désert, c'est ce mirage. Assez! Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es qu'une fille, eh oui. Notre amitié est forte, nos cœurs lumineux. À travers les miroirs, nous voyons des reflets. Des illusions de peur. Et oui, les paroles, on les entendait pas. Pour ceux qui nous suivaient à l'écran, enfin sur les écrans, on n'entendait pas les paroles. Eh ben, je vais vous dire, c'est un vrai secret, parce que c'est une vraie histoire, parce que pour plonger dans cette aventure électrisante avec Sol et Luna, les deux amis inséparables, c'est des rêves débordants, c'est une vraie enquête, c'est une vraie chasse, et justement, c'est une vraie aventure. Donc même le dialogue, c'est une aventure, et il n'y a qu'à aller le voir, c'est super bien écrit, vous allez voir. C'est plus qu'une histoire, c'est un vrai combat. Le docteur Maximus Electro a volé les rêves de Sol parce que elle est une fille. Et dans ce monde, les filles n'ont pas le droit de rêver grand, ni de construire des machines, des ambitions qui ne sont réservées qu'aux garçons. Tiens donc. Afin de libérer les rêves de Sol, elle et son amie Luna devront trouver le chemin vers la forteresse Néon où Maximus a emprisonné les aspirations des filles du monde entier. Une quête remplie de magie et de découvertes qui rappelle à tous que chaque rêve mérite d'être libre. Pièce de théâtre soutenue par l'Institut polonais de Paris, La brume des rêves perdus, de et avec Marta Ryszowska, se joue actuellement tous les mercredis et dimanches à 14h à la Comédie Saint-Michel, qui se trouve donc 95 boulevard Saint-Michel à Paris. Pour mieux découvrir cette pièce, on a la joie de recevoir la compagnie Soleil d'hiver, avec justement l'auteur, metteur en scène et actrice Marta Ryszowska, et l'actrice et chorégraphe Nina De Flash. Vous la connaissez déjà sur Armada. Non, c'est une actrice exceptionnelle, il n'y a pas à dire. Bon, d'accord, ok, je vais arrêter de faire le fan. Pas besoin de me mettre un chèque, c'est bon. J'adore. Enfin, on adore. Vous êtes déjà sur la liste des fans. Encore bienvenue à toutes les deux sur Armada. Première question, Martha. Pourquoi cette question pour les petits et les grands, la brume des rêves perdus? Pourquoi? Pourquoi ce thème? Pourquoi ce sujet? Pourquoi ce thème? Pourquoi cette pièce? Pourquoi elle existe, cette pièce? Alors ça existe parce que je crois à la puissance des filles, des petites filles, et je veux qu'elles y croient aussi.
J'ai eu cette idée. Déjà, d'abord, je voulais créer un spectacle pour tout petit. Peut-être c'est parce que c'est en lien avec le fait que moi-même je suis devenue maman il n'y a pas si longtemps que ça. Donc tout ce qui est le sujet d'enfance et les chansons pour les enfants et tout ça, je suis complètement dedans. Et donc naturellement, j'avais envie de faire quelque chose pour les enfants. Et l'idée, c'était un peu un hasard. En cherchant justement l'idée, je suis tombée sur les réseaux sociaux sur une vidéo qui parle du phénomène du Dream Gap, qui est en français c'est traduit comme plafond des rêves. Et il s'agit d'un phénomène, il y avait des recherches qui prouvent que ça commence très tôt, à l'âge de 5 ans. Les petites filles, il y a beaucoup moins de chances qu'elles répondront à la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Il y a beaucoup moins de chances qu'elles répondront « Je serai présidente, je serai astronaute, je serai scientifique, ingénieur, etc. etc. » que les garçons. C'est effrayant. Déjà à l'âge de 5 ans, qu'il y a des stéréotypes du genre qui s'incrustent dans les petites têtes. Après, à partir de l'âge de 7 ans, 3/4 des filles croient que leurs copains garçons sont plus intelligents que elles. Par rapport aux parents des filles et des garçons, il y a 50% moins de chances que les parents vont chercher à Google est-ce que ma fille est surdouée ? Est-ce que mon fils est surdoué? Il y a beaucoup moins de chances aussi qu'ils offriront à leur enfant, à une fille, un jouet qui est en lien avec la science, par exemple. Et tout ça ensemble, on peut se dire que c'est pas grave, les filles vont jouer avec les poupées, les garçons vont jouer avec les camions. Oui, quand on leur offre pas un aspirateur ou une dinette pour faire à manger. Après, c'est dans la vie d'adulte, ça devient grave. Voilà, c'est ça. Après, il faut offrir les aspirateurs aux garçons aussi. Ça, oui, complètement. Voilà. Et les cuisines. Ma femme qui me regarde de loin. Chacun son aspirateur. C'est ça. Donc ça, c'était l'inspiration, c'était ce phénomène, ça m'a vraiment choquée. Après, je me demandais si en France, est-ce que c'est vraiment les sujets, parce que je me suis dit, c'est quand même une société plus développée qu'en Pologne au niveau des droits des femmes, etc., etc. Mais je me suis rendu compte que quand même il y a un besoin de créer toujours de s'opposer au monde patriarcal. J'ai un exemple qui aussi ça m'a frappé à la crèche de mon fils. La crèche, donc on a des enfants, l'âge entre 10 mois et 3 ans. Les professionnels disent que voilà, les garçons ils jouent avec les camions et les filles préfèrent dessiner, etc. Je sais que mon fils adore les camions, mais je suis sûre que il associe même pas cet objet aux voitures qu'il voit dans la rue. Et dans aucun cas, il n'associe pas ça avec une masculinité ou son genre. Ça, c'est juste un truc qui roule, qui tourne, et c'est ça qui lui plaît. Mais s'il entendra 10 fois par jour que les garçons jouent avec les camions et les filles avec les poupées, etc., bien évidemment, ça va s'imprimer dans son conscience. Exactement. Donc, même en France, je trouve qu'il y a toujours besoin de rappeler... En fait, c'est un sujet... il faut qu'on éduque les garçons, en fait, pour que les filles arrivent à s'émanciper. Exactement, c'est ça. S'émanciper, c'est un grand mot, mais c'est vrai que pour qu'on arrête de juger une femme, une fille, il faut que les garçons soient éduqués. Et donc, au niveau adulte, après, qu'ils soient conscients qu'il y a effectivement des blocages, qu'il y a des difficultés que les filles peuvent rencontrer juste parce que ce sont des filles. Ouais. Alors justement, moi j'en entends je sens que la question va arriver, puisque de l'autre côté de l'écran, on pourrait, et même de l'autre côté de la radio, on pourrait commencer à se poser la question, est-ce qu'on peut considérer cette pièce, donc La brume des rêves perdus, comme une pièce de théâtre féministe ? Ah oui, à 100%, bien sûr. je suis une femme, je suis féministe, donc oui, bien évidemment. Après, c'est une pièce pour enfants, donc tout ça, c'est vraiment un sous-texte quelque part. Ça se transmet de façon très subtile. C'est très ludique. C'est très ludique. Moi, j'ai adoré. Moi, quand j'étais, vas-y, c'est déjà. Quand on voit arriver la fin, c'est déjà fini. On a aussi des spectacles pour enfants. Ça peut pas durer plus de 50 minutes en vrai, parce
parce que les petits, ils n'arriveront pas à suivre. Donc, oui, c'est aussi à cause de ça, on a dû un peu... Moi, quand je suis venu voir la pièce, les gamins, ils ont tous suivi. Alors, justement, ça chante, ça danse, ça joue, c'est drôle, c'est pour les grands, c'est pour les petits. C'est à partir de 3 ans, mais même quand on a 50, c'est pas dit qu'on trouve les réponses. Je me doute de la réponse, mais bon, pourquoi l'avoir rendu accessible aux enfants ? Pourquoi l'avoir rendu accessible ? Parce que ça commence très tôt. Parce que les stéréotypes commencent très tôt et cette éducation devrait commencer tôt aussi. Je crois vraiment que... Moi, je suis un enfant des années 90. Et si vous vous rappelez, par exemple, des dessins animés dans les années 90, enfin, en tout cas en Pologne, on avait par exemple le Schtroumpf, c'est-à-dire un village composé des petits personnages masculins et avec une seule fille et son seul trait caractéristique, c'était la Schtroumpfette. Et seul trait caractéristique de la Schtroumpfette, c'était qu'elle était blonde, elle portait des hauts talons et elle parlait avec une voix aiguë. Elle avait même pas son truc à elle. Moi, j'ai grandi quelque part, c'était ça mes références. Et je suis sûre que si les petites filles aujourd'hui regarderont les personnages, les héroïnes qui arrivent à obtenir leur but et pas parce qu'il y avait un prince charmant qui est venu les sauver, ça va s'imprimer dans leur conscience. Je crois vraiment qu'il faut la représentation des petites filles qui sont... On va passer à notre linguiste préféré. C'est vraiment écrit pour les petits et les grands. Et si on regarde les énigmes, elles ne sont pas si faciles à trouver. Et quel est le processus d'écriture en fait du texte ? Le processus... j'ai réfléchi d'abord pendant très 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 longtemps sur ce spectacle. J'ai trouvé toute l'équipe, j'ai échangé avec la scénographe, avec les compositeurs, avec mes comédiens. J'ai discuté, j'ai échangé et je me suis mis à écrire à toute fin. Après avoir vraiment réfléchi et prendre de chacun quelque part son univers, ses avis, c'est ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, voilà. Et j'ai mis tout ça ensemble en 2 semaines, mais après avoir réfléchi vraiment pendant longtemps. Les devinettes, j'avoue, je les ai pas inventées. Les devinettes, on les dit pas. Oui, les devinettes, elles sont effectivement pas faciles. Mais il y avait un garçon au dernier spectacle qui a levé la main, qui, je sais pas, on lui a pas donné la chance de répondre. Mais ouais. Et les scientifiques, est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans le personnage de Saul ? Est-ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai scientifiquement ? Oui, c'est vrai. C'est plus ou moins vrai. Ça a du sens. On a Nina qui est ingénieure des bases, donc elle m'a confirmé, c'est vrai. Sauf peut-être la dernière situation, je vais pas trop dévoiler, mais à la fin, une confrontation de 2 machines. Et là, j'avoue que c'est un peu... je sais pas exactement si ces 2 machines se rencontrent. Vu que ça reste vague, ça peut passer, vague, mais vu qu'on va pas dans les détails, ça va. En tout cas, ça a marché. Alors, la musique, elle est inspirée des années 80. Elle est super dansante. Elle est pourtant, c'est inspiré des années 80, mais c'est une musique originale. C'est ça qui est top. C'est qui a composé la musique ? C'est Nicolas Lebrun. C'est un compositeur que je trouvais après avoir rencontré quelques compositeurs qui étaient motivés pour créer pour les enfants, qui étaient motivés pour collaborer. Et je sais pas, j'ai vu dans ses yeux se sont illuminés quand j'ai mentionné les années 80. Et tout de suite, on s'est compris. Il a très bien senti l'univers de mêler quelque part cette musique qui est très joyeuse, très funky, avec la musique pour enfants. Quelque part, ces rencontres, il a très bien senti ce mélange. Oui. C'est génial ça. Oui, et puis comme on dit, moi je l'ai entendu, ça chante, ça danse aussi, et pas qu'un peu. Le 4e mur, il est cassé, on a vraiment envie d'aller danser. Il y a une danse. Il faut, ouais. Je te jure. Ça, c'est grâce à Nina aussi qui a fait la chorégraphie. Et alors, comment elle a été faite cette choré ? Ces chorés, parce qu'il y en a plusieurs. Oui.
Nina. Alors, dans ma chambre de 9 mètres carrés, face à mon miroir. Donc, ça m'a valu quelques bleus de répéter chez moi. Non, je me suis inspirée de base. J'avais déjà chorégraphié, mais pas des chorégraphies pour enfants. C'est quand même assez simpliste aussi, parce qu'il faut que ce soit simple à faire, vu qu'on chante quand même en même temps. Ça reste une comédie musicale. C'est pas simple. Non, j'ai essayé vraiment de m'inspirer dans déjà des mouvements aussi un peu d'années 80, et pour représenter aussi l'univers, vu qu'on voyage à travers différents univers, de pouvoir aussi mimer un peu le truc plus de forêt, plus de désert, et de ressentir aussi dans le corps, parce que une comédie musicale, la définition, c'est que les paroles sont censées faire avancer l'intrigue, où on raconte quelque chose, et du coup ça doit aussi se retransmettre du coup dans nos émotions et dans notre corps, et du coup dans les mouvements je voulais aussi qu'il y ait ça, si elles ont un peu peur, si elles sont plus joyeuses, du coup le corps ne va pas se tenir de la même façon, donc j'ai essayé d'approprier ça, et vu qu'elles dansent souvent à 2 ou à 3, j'ai essayé aussi d'incorporer ça à chaque fois. Et puis au début j'étais partie pour chorégraphier toutes les chorés. Martha m'a dit Nina, tu te calmes, on fait que les refrains. Moi, je suis pas danseuse à la base. Mais c'est bien. C'est bien, bravo. Non, bravo. Et le décor, les paysages sont pleins de couleurs vives, en même temps simples, mais pas très simplistes. Et les personnages jouent avec aussi. Et comment avoir conçu ce décor? Vous dansez avec le décor aussi. Oui, le C'est décor. pour ça que je dis, ça partage avec. Comment il a été conçu ce décor? Alors, c'était très important pour moi d'écrire, c'est qu'il n'est pas facile d'écrire un autre décor pour chaque aventure, pour que ça change, pour que ça reste pas stable. Et avec notre scénographe, Capucine Magadou, on a beaucoup discuté, parce que les changements des décors ne peut pas prendre plus de place et plus de temps que la scène elle-même. Non. Ça n'était pas simple, mais Capucine a eu pas mal d'idées qui nous ont aidés on essaye de faire ça de façon le plus fluide possible, et de jouer avec, c'est-à-dire on inclut les textes qui ne sont pas écrits, du coup on rajoute une petite part d'improvisation aussi, pendant les changements de décor. Ça s'est construit petit à petit avec chaque spectacle, on développe ça ça se fait en mi-ombre, c'est-à-dire le spectateur voit ces changements, ça fait avancer l'histoire, elle change les décors elle-même. Oui, pour prendre aussi les enfants avec nous, les amener, on va passer dans un autre univers. C'est pour ça aussi que dans la mise en scène, on en joue. Dans les chorés aussi, je voulais qu'on en joue pour que les enfants, c'est très visuel, surtout pour les plus petits, on les perd jamais. Donc il n'y a jamais de noir complet, par exemple. Parce que aussi, ça peut faire peur quand on est plus petit. Donc on les emmène vraiment pour que, pourquoi est-ce que là, elles sont joyeuses et là, elles sont tristes. On les a emmenées avec nous aussi. Et ils voient visuellement des vagues, ce genre de choses. Et ils sont très visuels, quoi. Donc on a mis ça dans la mise en scène aussi. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a même les lumières. Comment dirais-je, d'après ce que j'ai vu, elles ont été créées en 1h47. Oui, 49 minutes. Pour un travail de qualité, bravo. On change, c'est vrai, d'atmosphère. On passe du sombre, de la nuit, de la mer, de la glace, à la lumière, à la liberté, parce qu'à la fin, c'est vraiment... c'est lumineux. C'est pensé, mais c'est incroyable, ça. En 1h47, et on fait un truc génial. Alors, si on doit, on n'a pas de choix, on peut... C'était pensé bien évidemment bien avant. Bien sûr. C'est la beauté des théâtres privés parisiens qu'il faut vraiment venir très très préparé à ce filage technique. Mais notre régisseur est très très concentré et très helpful. Il est très serviable. Lui, il nous a beaucoup aidés. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de temps, mais ils ont l'habitude de travailler comme ça. Donc, vu que c'était très clair aussi pour toi. C'était clair, c'était clair. Ça allait très vite. Là, on est dans le désert, on veut une ambiance chaude. Oui. Du coup, directement, ça déroulait aussi. Martha savait ce qu'elle voulait, donc ça aide. Ça, c'est génial. On va parler un peu des personnages. Alors, on retrouve dans le personnage de Sol Marta Richowska en alternance avec Mats Grasil. Dans le personnage de Luna, c'est Nina De Flash en alternance. Graslin, oui. Il y a une erreur sur... Graslin. Ça, c'est Graslin, d'accord. Nina, donc, Luna, c'est Nina De Flash en alternance avec Myrtille Ziliox. Et puis, le docteur Maximus Electro, c'est sous les traits de Maxime Tissé, en alternance avec Valentin Borracino. 6 artistes pour plein de personnages, riches en couleurs, du monstre à l'humain. C'est une pièce pleine d'énergie. On va regarder un peu les personnages de plus près. Sol,
Donc elle est inventrice, elle est intrépide, elle est très passionnée. Elle prouve que rien n'est impossible pour les personnes qui osent rêver. Alors les gens de ma génération penseraient plutôt à MacGyver. Désolé, c'est un homme. Ça, oui. Mais qu'est-ce qui a inspiré ce personnage ? J'ai voulu rester dans l'ambiance futuriste, dans l'ambiance des années 80. Donc je me demandais quels rêves elle peut avoir qui correspondent à cet univers. Et tout de suite, je suis tombée sur l'idée d'une machine, quelque chose qui personnellement ne m'intéresse pas spécialement, mais je me suis dit que ça serait intéressant. C'est aussi une domaine des hommes, on peut dire. Exactement. Donc quelque chose qui, voilà. Je ne voulais pas créer un personnage d'une guerrière, d'une activiste. Non, c'est juste une petite fille qui veut réaliser son rêve. Et des bases, elle avait aucune intention de se battre pour les idées féministes. C'est pas du tout ça. Elle est juste sincèrement intéressée aux machines, à tout ce qui est construction, science, physique, etc., etc. Sauf qu'elle rencontre un obstacle sur sa route et ça va la pousser. Maximus. Oui, notre charmant monsieur docteur Maximus. Et il a tellement manipulé son esprit. Ça aussi, la pièce parle aussi de ce phénomène de gaslighting, où c'est souvent l'homme qui manipule une femme, qui lui fait questionner ses jugements et sa perception de la réalité. C'est un peu ça. Il manipule dans le sens que elle n'a même pas envie de récupérer ses rêves. Elle se bat pas elle reste immobile, elle reste paralysée quelque part. Et c'est grâce à son amie où elle retrouvera la force. Et Luna, alors c'est plus qu'une copine, hein, c'est une amie. Elle est rayonnante et surtout, elle ne lâche jamais rien. Elle doit être de l'Est. C'est avec Luna qu'on découvre que l'amitié, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus puissant comme moteur. C'est une vraie lumière dans la vie de Sol. Quand elle la trouve, ça repart, mais elle remet la clé de contact. Elle, rapidement, parce qu'il va falloir rendre l'antenne. C'est le docteur Maximus, c'est un gars, c'est à moitié, c'est un fou. Il a des répliques certes inentendables, on s'en doute au début, on a juste envie de lui mettre des... Voilà, on dirait qu'il a l'air sympa, mais le texte va pas avec sa sympathie. Bref, il empêche Sol et Luna d'avancer jusqu'au bout. C'est un rôle à découvrir, un personnage à découvrir aussi. Je vous rassure, ça finit bien. Et puis un quatrième personnage, elle parle pas, mais elle est là tout le long de la scène, c'est Barbara. Barbara, elle est très touchante. C'est une machine révolutionnaire pour détecter le métal, mais il lui manque juste quelque chose dans son corps, dans son cœur, pour vivre pleinement. Elle est fragile, et pourtant elle cache une force qui l'empêche de succomber. On la suit, on la secoue pendant toute la pièce jusqu'au moment où elle prend le pouvoir. Moi, ça me fait penser à l'art des marionnettistes. C'est vraiment... elle a un corps, elle a une âme, cette machine. C'est pour ça qu'on lui a donné un prénom. Un vrai prénom de vrai humain, quoi. Voilà. Si vous voulez découvrir donc cette merveilleuse pièce de théâtre d'utilité publique, moi je le dis, je dirais, rendez-vous tous les mercredis et dimanches à 14h dans La Brume des Rêves Perdus à la Comédie Saint-Michel, 95 boulevard Saint-Michel à Paris, RER Luxembourg, au métro Odéon. On parlerait des heures avec nos invités. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Marta Richowska et Nina de Flash d'être venues. Je rappelle cette pièce donc magnifique, drôle pour les petits et les grands à partir de 3 ans, tous les mercredis et dimanches à 14h à la Comédie Saint-Michel, 95 boulevard Saint-Michel à Paris, La Brume des Rêves Perdus. Merci beaucoup Misha Sidorenko. Je rappelle que vous serez à partir du 18 février à l'exposition internationale Art Capital à Paris. Vendredi prochain dans Bienvenue à l'Est, nous recevrons l'artiste plasticienne franco-bulgare Tania Angelova et la photographe slovaque Erika Kostialova. Merci beaucoup Anna. Merci Jérôme, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup Eric pour la réalisation, merci Rabat pour sa confiance, merci à nos partenaires. Merci à nos partenaires. Oui, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis et l'émission Le Fil de l'Avenir. Comme on dit, gardez le sourire, c'est important. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.